Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors aujourd'hui nous sommes je navigue dans cette humanité sans savoir le jour, l'heure, le mois, l'année. Le mardi 2 octobre que nous sommes. Et je continue ma lecture du Socrate par Claudius Pia. Voilà. Donc je suis à la méthode de Socrate, le chapitre qui s'appelle la méthode. Socrate, en maintes circonstances, se montrait encore plus réservé. Il ne dépassait point les limites de la réfutation. Il prenait son homme à partie, l'interrogeait adroitement, jusqu'à ce qu'il l'eût complètement vidé, et vous le laissez là sous le poids de la confusion qui lui valait la révélation de son faux savoir. Et hier, non, c'était avant-hier, la dernière fois où j'ai lu, et justement, je me rappelle que j'avais compris qu'en fait, il y avait peut-être une fatigue, une sorte de fatigue dans la méthode socratique, une fatigue de l'autre, une fatigue de l'interlocuteur. Voilà. Et donc, ça serait à creuser, ça. C'est intéressant. Qui finissait par le mettre dans une confusion. C'est ce que lui reprochait Hippias dans le dialogue qui vient d'être cité. C'est ce dont Thrasymachus se plaint à diverses reprises dans la République, pendant qu'on le sollicite à exprimer son sentiment sur la justice. « Ah, par Hercule !» s'écrie-t-il. Voilà bien l'ironie habituelle de Socrate. Ne le disais-je pas, tout à l'heure, que tu ne voudrais pas répondre, que tu ne manquerais pas de plaisanter et que l'on ne pourrait jamais t'arracher une solution quelconque ? Et il ajoute, un peu plus loin, c'est bien, j'entends, mais Socrate va reprendre sa manœuvre accoutumée. Il va se dispenser de répondre et, quand on aura répondu, il reprendra et réfutera tout ce que l'on aura dit. Car c'est là son grand secret. Il ne veut rien enseigner et il va de tous côtés apprenant des autres, sans en savoir jamais aucun gré. Alors voilà la critique. Sauf que c'était la méthode aussi. Voilà. Socrate dit Alcibiade, tu méprises tous les biens de la vie, richesse et amour. Et nous ne comptons pour rien dans ton estime. Tu passes ton existence à te moquer, à te jouer des hommes. Bon, Socrate, lui répond Chariclès dans les Mémorables. Mais n'empêche que tu as la manie d'interroger sans relâche sur ce que tu sais. Socrate ne terminait pas toujours les accouchements qu'il entreprenait. Et l'un des plus beaux modèles de ce genre d'opération inachevée, c'est le tête-tête. Eh bien, tête-tête, la science n'est donc ni la sensation, ni l'opinion vraie, ni cette même opinion une fois expliquée. Il paraît que non. Sommes-nous donc encore pleins ? Ressentons-nous encore les douleurs de l'enfantement relativement à la science ? Ou avons-nous mis au jour toutes nos conceptions ? Ce qu'il y a de sûr, c'est que j'ai dit, grâce à toi, bien plus de choses que je n'en avais dans l'âme. Mon art de sage-femme ne nous montre-t-il pas que toutes ces conceptions sont frivoles et indignes, que l'on en prenne soin ? Absolument. Est-ce donc que Socrate cédait parfois au génie du doute ? Non. Et la manière dont se continue le passage que l'on vient de voir démontre à souhait la fausseté d'une semblable hypothèse. Si donc par la suite, donc il reprend, ô tête, il t'arrive de concevoir, et si tu produis en effet tes fruits, seront meilleurs grâce à cette discussion. Et si tu demeures stérile, tu traiteras avec plus de patience et d'urbanité ceux avec qui tu converseras, car tu seras trop sage pour croire savoir ce que tu ne sais pas. Ouais, donc ils ont, quoi qu'il arrive, ils ont appris. Le rôle qu'avait choisi Socrate était plutôt d'exciter
que d'enseigner, de développer les intelligences que de leur apporter une science toute faite. Et de ce rôle, il ne se départait pas. Quand il niait, c'était encore pour faire affirmer. D'autres fois, au contraire, Socrate supprimait l'ironie et passait immédiatement à la partie constructive de sa méthode. Il n'y avait pas de réfutation dans les dialogues qu'il eut avec Eutydème sur la pitié, la justice, la sagesse, le bien et le courage. Je fais une vidéo, j'ai pas fini. Je te rappelle. Ah mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Alors, comment fait-on, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, je savais qu'il fallait que je... Alors, j'aimerais bien arrêter cette sonnerie. Voilà. C'est bon. Le bien et le courage. On n'en trouve pas non plus dans les interrogations aux peintres Parasus, au statuaire Cliton et à Pistias, le fabricant de cuirasses. Et il est probable que Socrate en usait de la sorte, toutes les fois qu'il s'agissait de personnes qu'il avait déjà matées, dont il avait eu l'occasion de détruire les théories dans des rencontres antérieures, et aussi lorsqu'il était question d'intelligence naïve, qui n'avait pas assez de culture pour déraisonner. Car dans le premier cas, il était inutile de continuer l'attaque, et dans le second, il n'y avait pas de raison de la commencer. Tout travail de déblaiement devenait superflu. La place était nette et il ne s'agissait que d'édifier. Les simples étaient mieux préparés que les autres à se tourner aux premières clartés du vrai savoir. Dans les recherches que je fis pour obéir aux dieux, et donc on reprend les paroles de Socrate, pardon. Dans les recherches que je fis pour obéir aux dieux, ceux qui avaient le plus de renommée me parurent les plus insuffisants. Je trouvais au contraire que ceux dont on ne tenait aucun compte étaient beaucoup plus près de la sagesse. Ils n'avaient pas l'orgueil et l'égocentrisme qu'engendre la mise en lumière. Pourquoi Socrate donnait-il à ses investigations? Alors voilà, justement, cette mise en lumière, c'est là où la vie, la complexité de la vie est très très intéressante, parce que les narcissiques ont besoin d'aller chercher la lumière pour exister, parce qu'ils ont une carence de l'enfance. Voilà, c'est une pathologie. Donc ils vont chercher la célébrité, la notoriété, le pouvoir, etc., à prédominer pour pouvoir exister, être vus. Ils vont se faire attaquer, agresser, etc., épuiser, ils vont épuiser leur égocentrisme, leur narcissisme, ils vont voir à quel point il est vain et ils vont se soigner. Donc en fait, c'est une façon tout à fait normale de se soigner. Voilà, c'est pour ça que ceux qui vont passer, qui finissent par chercher la célébrité, par voilà ce qu'on voit passer à la télévision, ils se soignent, ils viennent se soigner. Alors, ce qui serait bien, c'est de le savoir. C'est-à-dire que s'ils le savaient, ils éviteraient de nous donner leur narcissisme comme une bonne chose à vivre ou à admirer. Et voilà, ils auraient un peu plus d'humilité, ils diraient, bon, ben, je viens me soigner à la télévision, je suis pas, voilà, c'est une pathologie, c'est pas, ne m'admirez pas,
C'est ma pathologie que je viens vous donner à soigner. Voilà. Je sais plus où j'en suis. Pourquoi Socrate donnait-il à ses investigations la forme interrogative? On peut faire à cette question deux réponses principales. En premier lieu, les Athéniens vivaient d'instinct, de tradition et de sophistique. Sous cette triple influence, s'était formée dans les âmes une couche profonde d'idées irrationnelles ou irrationnellement agglutinées. C'est pas bête ça. D'instinct, de tradition et de sophistique. Je pense qu'il avait raison. C'est de ces sentiments d'erreur qu'il fallait purifier les âmes. Il importait avant tout de balayer le temple de la sagesse. Or, les livres ou les longs discours ne suffisaient point à pareille tâche. Ils ne pouvaient être ni assez variés pour correspondre à tous les états de conscience, ni assez pressants pour emporter la conviction. Alors, j'ai lu tout à l'heure qu'en fait, les sophistes, ils ont été... ils ont servi de bouc émissaire au déclin à la décadence d'Athènes. Et donc, on les a chassés, on a brûlé leurs livres. C'est pour ça qu'on n'a pas leur travail. Alors, c'est le chemin de l'humanité. Il a écarté les sophistes au profit de Socrate. On a conservé Platon, Socrate, et a disparu ont disparu les sophistes. Donc c'est ça, c'est ce que l'humanité voulait. C'est juste le mécanisme, la ruse de la raison, d'une certaine façon. Il n'y avait qu'un moyen véritablement efficace, c'était de s'aboucher avec les individus, de les assiéger de questions, de leur faire dire ce qu'ils pensaient et même au besoin ce qu'ils faisaient, et de détruire sur le champ tout ce qu'ils énonçaient de contradictoire ou d'insuffisant. En second lieu, Socrate se proposait de ramener ses concitoyens à la vertu, et il s'était persuadé que, pour y réussir, il devait tout à la fois leur fournir un idéal raisonné de conduite et développer de plus en plus leur raison. Or, quand il s'agit de développer de questions morales, c'est l'homme qu'il faut interroger, car c'est l'homme qui est compétent, comme l'a bien senti M. Boutroux. Chacun de nous porte en lui-même un certain fond d'idées plus ou moins confuses, d'où l'on peut dégager, en les précisant, les principales lois de la vie morale. On peut dire aussi que le dialogue est le procédé le plus propre à féconder les intelligences, car il est la manière la plus précise et de diriger et de provoquer à temps le travail de la réflexion. Pour ceux qui s'attachent à moi, dit Socrate dans le Théétète, il leur arrive la même chose qu'aux femmes en mal d'enfant. Aussi vives et plus vives encore sont les douleurs et les difficultés qu'ils éprouvent jour et nuit. Ils se rendent compte, en fait, c'est quand on éveille, alors là, c'est une interrogation assez... c'est une interrogation que je me suis posée plusieurs fois. Est-ce que j'ai raison? Est-ce que je suis dans la bonne... Est-ce que c'est ce qu'il faut faire, éveiller les consciences? Est-ce que ça vaut le coup de secouer les gens et de leur dire, vous savez, votre orgueil est déplacé, il ne sert à rien, on construit juste l'humanité. C'est ce que j'ai écrit par exemple il y a quelques jours sur Facebook. Voilà ce que c'est l'orgueil de l'homme, l'orgueil insubmersible de l'homme. Il est comme le Titanic auquel
ce que fait l'iceberg. Voilà ce qui fait un iceberg de l'orgueil insubmersible de l'homme. De la pointe de son ongle, il, il fait couler toutes nos convictions, tout notre... et sans broncher. Comme Dieu, voilà. Dieu, il nous appuie sur la tête et on disparaît, voilà, quand c'est le moment de disparaître. Donc cet orgueil est pas... Et en fait, je dis qu'on est tous des altruistes, par exemple, dans ce passage sur le Facebook. J'ai dit ce qui est intéressant. En fait, on offre notre vie à créer l'humanité, à travailler à l'humanité, et puis on meurt et on n'emporte rien. On ne peut même pas emporter la moindre poussière de l'autre côté. On laisse tout, voilà, au prochain pilleur qui ouvre les tombes, si on met des trésors dedans. On ne les emmène pas, nulle part. Même les Égyptiens qui fabriquaient des pyramides avec des dédales pour pouvoir se protéger des pilleurs ont été pillés. Parce qu'on n'emporte rien, donc c'est tellement intelligent le principe créateur. Ce qui a créé cette humanité. La mort, c'est quelque chose d'extraordinaire qui nous montre à quel point on n'est que des altruistes. On donne notre vie entière à créer par le bien ou par le mal, en étant un saint ou un assassin. On donne tout ce qu'on a à cette humanité. On l'offre toutes nos journées, par le bien, par le mal. Voilà, l'assassin, il oblige la loi à évoluer, il fait travailler des gens, etc., etc. Et le saint, il amène tout ce qu'il a aussi à cette chose-là, et ils meurent les deux, et ils ont tout donné à cette humanité. Un bon altruiste que nous sommes. Et c'est là où c'est quand même vraiment intéressant. Socrate ne dialoguait pas à l'aventure. Sous la forme interrogative qu'il donnait à ses examens, se révèlent deux procédés principaux. L'un par lequel il s'élevait à la définition elle-même, et qu'on appelle induction, l'autre par lequel il descendait de la définition, soit à ses conséquences, soit à ses applications pratiques, et que l'on peut appeler déduction. C'est le premier de ces deux procédés qu'il emporte dans sa méthode, l'induction. Tiens. Car son but dominant était, comme on l'a vu, d'arriver à l'essence de chaque chose. Mais le second ne lui est pas étranger non plus. Il l'employait aussi quand la nature de la question posée le demandait. Et l'on comprend qu'il ait eu maintes occasions d'y recourir, car les concepts qui constituent la morale ont leurs racines dans la métaphysique. Ils y conduisent tout naturellement. De plus, pour un réformateur tel que Socrate, ces concepts ne pouvaient être simples affaires de raison pure. Son dessein arrêté était d'améliorer les mœurs d'Athènes. Et par conséquent, il ne devait pas lui suffire de montrer et de démontrer la règle. Il devait aussi faire voir comment elle se rapporte à la conduite des individus. L'induction, telle que Socrate l'a comprise, se présente sous des aspects très divers dans les dialogues qui nous sont parvenus. Elle y semble méandreuse et multiforme comme la vie, mais il est possible, je crois, d'en dégager les traits principaux. Lorsque la conversation roulait sur une idée, Socrate, d'ordinaire, posait immédiatement la question de savoir ce que c'est. « Comment définir la sagesse ?» disait-il à Euthydène. Faut-il chercher de même la nature du bien ? S'agissait-il au contraire d'un cas donné ? Avançait-on par exemple que tel citoyen était plus sage ou plus habile, politique ou plus courageux que celui dont il parlait ? Il ramenait alors à la question à son principe. Il se levait du fait à l'idée supposée par le fait. « Tu dis, répondait-il, que l'homme dont tu fais l'éloge est meilleur que celui que je loue moi-même. C'est ce que je soutiens. Pourquoi donc ne pas examiner d'abord à quelle action on reconnaît un bon citoyen
et cette manière de généraliser le problème replaçait les auditeurs en face d'une définition à chercher. Le tie-tête reparaissait comme l'objet auquel on devait appliquer toute son attention. C'était le thème inévitable. La question ainsi posée, Socrate ne cherchait pas à la résoudre par l'intuition directe et rationnelle des choses, comme Aristote devait le faire plus tard. Il s'emparait des opinions admises, des jugements ordinaires. Il prenait pour point de départ la notion que l'on se faisait communément de l'objet à définir, persuadé que cette notion renfermait une âme de vérité et que le meilleur moyen de convaincre ses auditeurs était de commencer par l'admettre. Homère, disait-il, a appelé Ulysse un orateur sûr de sa cause, parce qu'il savait déduire ses raisons des idées reçues chez tous les hommes. Voilà. Je vais arrêter là. Il est là, le crayon, chez tous les hommes. Voilà. On s'arrête ici. Alors après la méthode, il y a l'éthique. Oula, mais je vais aller jusqu'au bout là. Après, il y a la théologie. Oh là là, le procès. L'eschatologie. Eh ben, et j'ai même pas la moitié là. Ah ouais, je suis pas à la moitié. Bon, eh ben, espérons que j'ai encore l'énergie d'aller jusqu'au bout.